2009, dans le sillage de la crise financière, des centaines de milliers de citoyens américains en colère ont protesté contre la politique fiscale et l'endettement de leur gouvernement. De là est né le mouvement du Tea Party, qui existe toujours aujourd'hui. Today we have another message for the President of the United States. Keep your hands off our health care. Keep it off our health care. The very thing they want to deny you and me when it comes to health care. Choice. The ability to do what's best for us and our families and our children, our grandkids. We're not going to let that happen, folks. We're going to repeal this bill. We're going to repeal this bill. We're going, I said, to repeal this bill. Repeal the bill is what we're going to do. I don't know if we don't change the direction we're going, if we will be able to stand on all the work that our founding fathers fought for and died for on the bloody battlefields of Lexington and Concord and Yorktown and Boston. We've got to change things. This president's run out of ideas, he's run out of excuses, and in 2012 we're going to get him out of the White House. Well, my name is Ken Marrero. I'm from the Nashville area and have been an activist for about 6 years now, going back to 2006. You can't get away from politics, how it impacts your life. Activism is all about is not what I can do for me to make me look good. It's all about how can I help you with your activism. You have been America. Ma'am, you are America. Not the guys in D.C. You are. Your ideas, your thoughts, your experience. I can no longer responsibly sit at home and do nothing. I have to do something. We're Tennesseans. We live in Tennessee. We know the politicians in Tennessee. We can get to Nashville. We can make a difference here. This is what American democracy looks like. This is what political activism. You want to know what the Tea Party is? Look in a mirror. That's the Tea Party. You want to know what conservative activism is? Look in a mirror. That's the Tea Party. You want to know what the future of American politics is? For the next 50 years? Look in the mirror.
J'ai grandi à Florence, dans le nord-ouest de l'Alabama. Mon père était agriculteur et possédait une grande propriété de plus de 800 hectares. C'était un environnement merveilleux pour un enfant. Je passais des journées entières seul à camper et à chasser. Mais comme la plupart des enfants, je n'appréciais pas ce que j'avais à sa juste valeur. Aujourd'hui, j'ai une petite propriété d'environ 2,5 hectares. C'est comme un retour aux sources. Et si j'y suis autant attaché, c'est justement parce que ça ressemble au lieu où j'ai grandi. Je n'ai jamais été très à l'aise à travailler pour les autres. Ça ne m'a jamais plu. Je n'ai jamais aimé recevoir des ordres, ni avoir des horaires imposés. J'apprécie la liberté et l'indépendance dont je bénéficie en travaillant à mon compte. Ma première expérience politique remonte à 1999. Cette année-là, j'ai vendu mon entreprise, une société de services informatiques. Le Tennessee faisait partie des rares États américains à ne pas prélever d'impôt local sur le revenu en plus de l'impôt fédéral. Il devait être 6 ou 7 dans ce cas-là. Et nous ne voulions pas de cet impôt des États. Le gouverneur républicain, qui était soi-disant conservateur, a été réélu en grande partie parce qu'il s'était prononcé contre cet impôt. Mais 6 semaines après sa réélection, il a complètement retourné sa veste en déclarant qu'un impôt des États serait finalement une bonne chose pour le Tennessee. Pour moi, c'était une attitude arrogante. Un élu nous disait « Moi, votre gouverneur, j'ai décidé de changer complètement la structure du gouvernement du Tennessee. » C'est ça. Tu crois que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça sans que les citoyens réagissent? Et donc, on a réagi. Here you go. Ces balles servent à se défendre. Elles se logent dans la cible. Voici l'arme que je porte sur moi la plupart du temps. Je vais changer les balles avant de partir. Voilà, maintenant je suis prêt à me défendre. On voit la différence entre les deux balles à leur extrémité. Celle-ci est ouverte et celle-là est fermée. Cette balle traverse sa cible. Or, pour se défendre, on a besoin d'un projectile qui va atteindre la cible et qui va y rester. Si je tire sur vous, je ne veux pas toucher la personne qui se trouve derrière vous. Si vous me menacez, je veux vous toucher vous et pas quelqu'un d'autre. Cette balle passera à travers vous, celle-là non. Ça, ce sont 2 Thompson. Ce modèle a été fabriqué dans les années 40 et utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un fusil entièrement automatique. Combien d'armes avez-vous? Aucune idée. Moi non plus, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je les entrepose dans une pièce. Mais je ne sais pas combien j'en ai. Ce fusil est mon plus gros investissement, dans les 28 000 $. Whoa. Doesn't take long, does it? You empty it? Yep. Liberals, look out. Sharon Ford's got a machine gun. All right. Les voyous ont des armes parce que les voyous n'obéissent pas aux lois. Et je ne veux pas dépendre des autres pour me protéger. La police fait ce qu'elle peut. Si quelqu'un entre par effraction chez moi, je ne veux pas avoir à appeler dans l'espoir que quelqu'un arrivera à temps.
Si l'on restreint le port d'armes, cela empêchera les citoyens honnêtes et respectueux des lois de se défendre. Du coup, il n'y a que les voyous qui auront des armes, parce que les voyous ne respectent pas les lois, sinon ça ne serait pas des voyous. Je pense qu'on ne devrait pas me refuser un droit qui m'est accordé par Dieu, qui est garanti par le 2e amendement de la Constitution américaine et qui consiste à pouvoir me défendre en cas de besoin. Comme quelqu'un l'a dit, un droit différé est un déni de droit. Et le gouvernement n'a pas à me dire que je ne peux pas me défendre. Je me sens relativement en sécurité. Je vis et je travaille dans un quartier sûr. Mais je n'accepte pas que le gouvernement veuille m'interdire de porter une arme dans certains endroits. Pour moi, ça relève autant de la protestation que de la légitime défense. Good morning. Would you consider looking at the sample ballots? Okay. All right. I'm supporting Philip Robinson. If you vote in the Democratic primary, you'll see that he's a candidate. And I vote in the other primary. Okay. Well, thank you. Have a great day. Good morning. Good. That's good. Right. I need to see both of these, and you're in the right place. Okay, you hold on to those. They may want to see them. You need a Republican or Democrat ballot? Republican. Okay. J'ai voté pour Santorum. Je le trouve bien, même si ce n'est pas mon premier choix. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas de Ronald Reagan en lice. Donc, j'ai décidé de le soutenir, lui. Si vous vous engagez, que vous faites le serment de représenter le pays, et ça inclut tous les citoyens, vous devez croire en ce pays, connaître son histoire et savoir quelle est la mission que vous assigne la Constitution. Malheureusement, on a un tas d'hommes politiques dans les deux camps, au Congrès comme dans les États, qui non seulement ne connaissent pas la Constitution, mais s'en moquent. Ils pensent que leur approche est la meilleure. C'est de l'arrogance et du narcissisme à l'état pur. Et beaucoup d'entre nous en ont plus qu'assez. Live from Nashville, Tennessee, USA, it's Nashville's Morning News with Ralph Bristol. What an exciting election. Oh, wait a minute. It wasn't an exciting election. Nothing happened yesterday. 10 states voted, we voted, and nothing, ladies and gentlemen, happened. What a disappointment. Romney is ahead, Santorum is in second, Gingrich is in third place, and Ron Paul in first. Man. Appreciate it. You too, my friend. God bless you. Love you. Love you too. Talk to you later. Il y a une vingtaine d'années, j'ai décidé que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Donc je me suis mis à mon compte. Aujourd'hui, je possède une petite entreprise de recyclage. Je travaille depuis l'âge de 15 ans, donc depuis 40 ans. Et si je fais tout ça, c'est pour subvenir à nos besoins. Nourriture, logement, vêtements, voitures, etc. It's terrible. It's a good movie. It really is. All right, you guys, let's shut it off before we Okay. Oh my goodness. I'm so overjoyed.
Well, it's hard to come off of a week or more of Adam and Lainey being here where we played and had a break. Spanish. How isn't it if you like uncoil your intestines and stretch it out, maybe like 28 feet or something? Aucun de mes enfants n'a jamais passé ne serait-ce qu'une minute dans une école publique en tant qu'élève. Ils y vont pour voir des amis ou des matchs de football, mais toute leur éducation se fait ici, chez nous. Personne ne se soucie plus de mes enfants et de leur avenir que ma femme et moi. Et ce que nous leur apportons en tant qu'éducateurs, en tant que professeurs, l'école publique ne pourra et ne voudra jamais le faire. Oh, okay. Because we're adding, so we're trying to come up with So that's what I'm going to multiply all of those by. That right there. Right, because we're coming up with the common denominator that we can make be for both of those fractions. Okay. Second denominator. Pendant des années, je me suis seulement occupée des tâches ménagères et de l'instruction des enfants. Mais il y a 2 ans, notre situation financière a changé. On avait besoin de revenus supplémentaires. Donc j'ai pris un travail à mi-temps qui s'est transformé par la suite en plein temps. Je travaille au sein d'une chaîne de télévision chrétienne, au centre d'écoute téléphonique qui répond aux appels 24 heures sur 24. En général, on fait classe tous les jours de 11h à 15h, puis on prépare le dîner, et je vais ensuite travailler de 18h30 à 3h du matin. Je veux transmettre mes valeurs à mes enfants. Libre à eux de les rejeter plus tard s'ils le souhaitent. Mais au moins, j'aurais pu expliquer à mon fils ce que ça signifie d'être un homme dans ce pays. Quand on sait qu'il y a des cours d'éducation sexuelle dans nos écoles, ce qui n'est pas le cas à la maison, et qu'il n'y a pas d'enseignement religieux, ça ne me dérange pas qu'on supprime l'enseignement religieux des programmes scolaires. En revanche, quand on commence à dire que la religion c'est mauvais, que les gens qui croient sont moins intelligents, moins crédibles, moins fiables, moins utiles à la société, simplement parce qu'ils sont croyants, là ça me pose un problème. Voilà ce qui se passe dans les écoles publiques. Elles ont cessé d'éduquer les enfants. Elles manipulent les jeunes générations d'Américains. Elles les conditionnent. Et si les parents en avaient conscience, ils ne seraient sûrement pas d'accord. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Tout le monde a eu un programme ? J'espère que nous sommes tous d'accord pour dire que si nous perdons les droits du 2e amendement, nous perdons tout. L'autre jour, Ken a mis un lien sur Facebook. Et il s'agit d'une histoire qui s'est passée dans le comté de Macmillan où des escrocs étaient au pouvoir. Ce qui s'est terminé par une révolte armée. Et on en est peut-être arrivé à un stade où on va faire pareil. En haut, dans le coin, je pensais que c'était une veilleuse. C'est une caméra. Alors, j'ai demandé à Cathy de vérifier qu'il n'y avait pas de micro. Non pas que ce qu'on dise ne doive pas être répété en public, mais avec un gouvernement qui taxe de terroristes ceux d'entre nous qui aiment leur pays, qui sont des patriotes et qui croient au 2e et au 1er amendement, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Beth Harwell pourrait bien mettre des micros. Si chaque comté des États-Unis change une entité du gouvernement en l'obligeant à être de nouveau transparent et à nous rendre des comptes, nous ferons basculer tout le pays. C'est la seule solution. Agir au niveau local. On sait tous ce qui ne va pas au comité national du Parti républicain. On a besoin du Tennessee et de 25 autres États pour le remettre sur pied.
On pourra mettre qui on voudra à la tête du parti, élire un conservateur, nommer des candidats conservateurs. C'est le seul moyen d'y arriver. Le mouvement américain du Tea Party doit son nom au Boston Tea Party. En 1773, des colons américains ont jeté la cargaison de thé d'un navire britannique par-dessus bord dans le port de Boston pour protester contre l'obligation d'acheter le thé à la Compagnie anglaise des Indes orientales. Ils ont dit « Nous voulons le libre-échange. Nous ne voulons pas que le gouvernement britannique nous dicte sa loi. » Cette carte de crédit a été utilisée au tout premier meeting du Tea Party à Nashville en 2009. Elle symbolise la dette du gouvernement américain. On a fait 2 cartes comme celle-ci. Et symboliquement, on a coupé la carte de crédit du Congrès en 2. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, à l'époque, la dette nationale s'élevait à 10 000 milliards de dollars. Elle est passée aujourd'hui à 15 000 milliards. Le mouvement du Tea Party n'a pas pu empêcher la hausse de la dette, l'augmentation des dépenses. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Aux élections de 2010, on a envoyé un grand nombre de membres du Tea Party au Congrès. Et on ne va pas s'arrêter là. Salut les vrais guerriers. Ici votre fidèle, votre intrépide guide de la vérité, Carol Boyd Jr. Je n'écoute que la vérité, la seule chose qui compte, la vérité. Je veux la vérité, fidèles auditeurs. Rien que la vérité. Les démocrates cherchent à supprimer votre premier amendement. Ils ne veulent pas que vous ayez la liberté d'expression parce qu'ils ont un programme. Il s'agit de faire comme en Europe, de transformer les États-Unis en pays socialiste, de distribuer la richesse, de la donner à tout le monde. C'est pour cela qu'on est devenu un État-providence, selon le quotidien USA Today. 52% des Américains dépendent du gouvernement. Ceux qui veulent vous priver du droit de dire ce que vous voulez quand vous voulez sont des communistes. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans les régimes communistes. Ils contrôlent la parole, les médias, ils contrôlent tout. On a acheté notre camping-car après le 11 septembre parce qu'on voyage beaucoup et que c'était devenu trop effrayant de prendre l'avion. Donc on a décidé d'emmener notre maison partout avec nous et de manger notre propre nourriture. On n'a plus à s'inquiéter de savoir avec qui on va voyager et on a nos propres horaires. Voilà pourquoi on a fait cet achat. Une caille éclot au bout de 16 jours. Et en 6 semaines, elle commence à pondre. Alors qu'il faut attendre 6 mois pour une poule. Et puis, la valeur nutritive d'un œuf de caille est bien supérieure à celle d'un œuf de poule. Et regardez comme ils sont petits. En manger 2 comme ça équivaut à consommer environ 4 œufs de poule. Leur qualité est nettement supérieure. Et ils ne sont pas sujets aux infections bactériennes.
Comme je vous l'ai dit, ils ont une grande valeur nutritive. Donc, quand les prix de l'alimentation augmenteront, au moins on aura des œufs de caille. Si jamais des prédateurs attaquent nos cailles, il faut les tuer. Je pense notamment aux ratons laveurs et aux moufettes. Il faut bien protéger nos volailles. Avant d'acheter ce terrain, on a cherché en ville et on a trouvé une maison plus grande, mais sans terrain. Et puis on voulait construire une piscine, mais le promoteur ne nous permettait de choisir qu'entre 3 entreprises. La clôture ne devait pas dépasser cette hauteur, 1,50 m. Et elle devait être ajourée. Or, si je suis dans ma piscine, je n'ai pas envie que les gens me voient. Et je ne veux pas qu'on me dise quelle doit être la couleur de la peinture et ainsi de suite. Donc on a décidé d'acheter un terrain où on pourrait cultiver nos légumes. La maison est un peu plus petite, et sûrement moins belle, mais le terrain, lui, est nettement mieux. Je m'appelle Ben Cunningham. Je fais partie du mouvement de révolte contre l'impôt du Tennessee et du comité national du Tea Party. Je suis engagé depuis de nombreuses années sur les questions de fiscalité. J'ai découvert Trevor par le biais de son blog, comme la plupart des gens. Je me suis mis à lire ce qu'il écrivait, et dès qu'on commence à le lire, on est emballé. Si vous vivez en Europe, vous êtes habitué aux idées socialistes en politique. L'homme qui a remplacé le président français Sarkozy est socialiste. Le gouvernement précédent en Espagne était un gouvernement socialiste. Le premier ministre grec est socialiste. Aux États-Unis, on n'a pas trop l'habitude de ça. Pourtant, de fait, beaucoup de nos hommes politiques sont socialistes. Ils estiment que vous n'êtes pas capable de vivre votre vie en toute liberté. Ils pensent réellement que le gouvernement est un outil pour vous forcer à vous conformer à leur orthodoxie morale qu'ils jugent clairement supérieure. Que vous ne pouvez être prévenant et charitable envers votre prochain que si le gouvernement vous y oblige. C'est vraiment l'essence du socialisme et de son infâme cousin, le communisme. Voilà ce dont nous allons parler ce soir. C'est un vrai problème. En clair, le gouvernement veut contrôler votre vie. Mes amis, je ne veux pas en dire plus. Trevor Loudon. Je vais aborder le thème central de la soirée, c'est-à-dire votre président, à travers ce que j'appelle le grand secret du communisme. Et je ne parle pas d'espions militaires, ni d'agitateurs syndicalistes, ni même de jeteurs de pierres du mouvement Occupy. Il s'agit de l'aptitude d'un groupuscule, d'un tout petit parti marxiste-léniniste, à faire passer sa politique dans la législation d'un pays cible.
Et ça a des répercussions internationales. On peut surmonter une crise, on peut survivre à la perte de certains de ses droits, parce qu'on peut se battre pour les récupérer. Mais peut-on survivre à l'éviscération de son armée quand les ennemis ressurgissent dans le monde entier? Barack Obama envisage de réduire de 80% l'arsenal nucléaire américain pour le ramener à 300 armes nucléaires. Les soviétiques, eux, en ont des dizaines de milliers. Barack Obama envisage de réduire nos forces armées, qui ne pourront plus combattre que sur un seul front. Dès lors, la Russie peut envahir l'Europe, la Chine le Pacifique, l'Iran le Moyen-Orient, Cuba et le Venezuela peuvent envahir l'Amérique latine. Donc moi, je compte déjà 4 fronts. En 2009 et en 2010, vous ici présents, et des centaines de milliers d'autres personnes dans tout le pays, vous avez redécouvert votre constitution, ainsi que vos racines. Et vous avez été des dizaines de milliers à manifester et à voter pour restaurer votre République. Vous avez entamé une seconde révolution américaine. C'est l'argent des contribuables. On dépense 48 milliards de dollars par an pour aider des pays étrangers comme le Pakistan, la Tanzanie, le Yémen, tous ces États qui soutiennent le terrorisme. Selon moi, actuellement, il y a un héros au Congrès. Il s'appelle Louis Gohmert. Il est républicain et il s'est exprimé à la Chambre des représentants pour dénoncer le 1,5 million de dollars que le président a passé en douce. Par le biais de sa secrétaire Hillary Clinton, le gouvernement va annoncer qu'il se moque éperdument des décisions prises par le Congrès et qu'il va aider les ennemis d'Israël, ceux-là même qui terrorisent et persécutent les chrétiens d'Égypte, qui détruisent des églises et suppriment la liberté de religion. De plus, ce gouvernement a l'intention de revoir ses accords de paix avec Israël, ce qui fera de lui un ennemi aux yeux de ce pays. Il sait pourtant bien que le Congrès a voté une loi selon laquelle on ne peut donner de l'argent à l'Égypte qu'en remplissant certaines conditions. Et celles-ci ne sont pas remplies. C'est mon héros. Quelqu'un a enfin les couilles, comme on dit familièrement, de dénoncer cette folie, cette aberration. Louis Gohmert, républicain, réagissez. D'autres sont-ils prêts à élever la voix parmi nos auditeurs? J'essaie juste de dire la vérité. On donne de l'argent à des pays qui veulent nous tuer. Ça vous fait pas bondir? Là, je crois que je vais vraiment m'énerver. Je vais faire une pause. À tout de suite. You're listening to Nothing But the Truth with Carl Boyd Jr. on Super Talk 99.7 WTN. Nos hommes politiques ont peur de prendre position et de dire la vérité.
Si je critique l'islam, je passe pour une islamophobe. Mais ils sont arrivés en douce et se sont implantés dans nos villes. Prenez Dover, un coin perdu du Tennessee. Je ne sais pas s'ils l'ont fermé, mais il y a 15 ans, il y avait là un camp avec des gardes armés où des hommes étaient entraînés à devenir des terroristes. Des terroristes musulmans au cœur du Tennessee. Et les gens n'osent rien dire. On ne veut choquer personne. Eh bien moi, si, je choque. Je suis choquée. Je suis scandalisée par ce qui se passe dans ce pays. Et j'en ai plus qu'assez. Je finirai sûrement un jour au goulag si on ne prend pas les choses en main. Mais vous savez, je préfère mourir libre et en disant la vérité plutôt que de rester dans mon coin, morte de peur et dans l'incapacité de vivre. Pour moi, c'est pire que la mort. Recently, we had a client that needed a CT scan, and the prices in Nashville were about $2,000, and in Murfreesboro they're about $700-800. So that's a fair bit of money, $1,300 just for driving half an hour. It's a good way to kind of get some really good savings. It also motivates us to get you a better discount. Okay, talk to you later. Thanks. Bye. En général, c'est moi qui tond le gazon. Alors que c'est un truc de mec. Il a acheté la maison parce qu'il aimait le tracteur. L'anti-américanisme est une réalité. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, il n'y a pas de constitution qui donne au peuple la liberté de la presse, la liberté d'expression, de religion. On ne trouve pas ça dans tous les pays. Du coup, il y a des gens qui ne le comprennent pas et qui sont jaloux parce que nous, on jouit de ces libertés. On a la liberté d'être matérialiste dans ce pays. Certains pays n'adhèrent pas aux valeurs matérialistes. Très bien. Mais ne me haïssez pas parce que je suis née avec ce droit. Si ce droit vous plaît, faites ce que vous pouvez pour venir ici, profiter de mon pays et devenir américain. Mais n'apportez pas les valeurs que vous fuyez. Si vous n'aimez pas le régime de santé unique du Canada, ne venez pas dans mon pays pour vous plaindre. Et ne dites pas que le système de santé coûte cher. Parce que si c'est votre vie qui est en jeu, dites-moi combien vous l'évaluez. Combien vaut votre vie? 5 $? 10 $? Dans votre pays, c'est le gouvernement qui décide, mais pas ici. Si vous voulez quitter votre pays, vous êtes le bienvenu, mais ne venez pas avec des idées arrêtées. Toute ma vie, j'ai été confrontée à des sentiments anti-américains. Toute ma vie. Le monde dans lequel j'ai grandi dans les années 70 était bien différent de celui d'aujourd'hui.
Il a changé radicalement et je suis d'accord pour dire que, de nos jours, l'Amérique fait face à de nombreuses menaces. Le principal outil qu'ils utilisent actuellement est l'Agenda 21. Par quels moyens le mouvement écologique tente-t-il de nous faire peur? Le réchauffement climatique, entre autres. Nous sommes censés être terrifiés parce que nous courons à la catastrophe et que nous allons tous mourir si nous ne prenons pas des mesures drastiques dès maintenant. Et ils exploitent cette peur pour nous faire des choses que nous ne ferions jamais autrement. Jamais. Pourtant, la réalité est la suivante. Si l'homme était en mesure d'augmenter la température de la Terre d'1 ou 2 degrés, ce serait vraiment formidable. Mais c'est impossible. Nous aurions de plus longues périodes de culture dans le monde, nous pourrions travailler la terre à de plus hautes latitudes et longitudes, et il y aurait une abondance de nourriture aux quatre coins du monde. Ce serait merveilleux, en particulier pour les pauvres. Mais notre influence sur la planète est minime. Dieu a créé ces systèmes et ces cycles, l'évaporation des océans, les pluies, et ainsi de suite, pour nettoyer la planète. C'est conçu à la perfection et ça fonctionne formidablement bien. Tout ça a été fait pour nous, les hommes. Nous ne sommes pas un fléau, comme ils le disent. C'est exactement le contraire. Si nous pouvions augmenter les émissions de CO2 de 100% dans l'atmosphère, si nous pouvions doubler leur quantité, savez-vous ce qui se passerait? La production agricole augmenterait de 35%. Autrement dit, au lieu de cultiver 100 hectares de terre par semaine, vous en cultiveriez 135. Pourquoi? Parce que toutes les plantes qu'ils prétendent vouloir protéger aiment nos émissions de carbone. Elles adorent le CO2, c'est ce qui leur permet de pousser. Un autre mensonge utilisé pour promouvoir l'agenda 21, c'est la surpopulation. La population planétaire vient d'atteindre 7 milliards d'individus. En Amérique, plus de 40% du territoire appartient au gouvernement fédéral et est à peine exploité. Le monde est vide. Ceux d'entre vous qui voyagent beaucoup le savent. Je me rends très souvent dans la plupart de nos 50 États. Notre pays est vide, complètement vide. Si vous voyagez ailleurs dans le monde, je suis allé en Alaska l'été dernier. Le Canada est vide. C'est un beau pays et il est vide. Je suis allé en Amérique du Sud, c'est vide. Nous sommes entourés de vide. Donc c'est un mensonge. Hitler a dit, si vous voulez que les gens croient à vos mensonges, il faut qu'ils soient gros. Ils ne croiront pas à de petits mensonges. Ils doivent être gros. C'est le meilleur moyen pour dominer le monde. The Tea Party people have been very active up there. They've been lobbying, and it is telling. So we have got to call every person out there listening to my voice needs to go to our website. You can look up your district, find the name and number and email address of your Metro councilman, and then call them. It takes 10 minutes, but it makes a huge, huge difference in regards to how they'll vote. Il est absolument essentiel d'utiliser Facebook, Twitter et autres réseaux qui ne coûtent rien. Parce que si on ne devait passer que par les médias traditionnels, comme la publicité à la radio ou à la télé, il nous serait impossible de mobiliser tout le monde.
Notre taux de chômage augmente, notre productivité et notre marché du travail sont en berne. Le prix des combustibles flambe, que ce soit le charbon, le pétrole ou toute autre ressource énergétique. Si mon affaire ne marche plus, je trouverai autre chose. Ça va de soi. Je ne dépends pas du gouvernement. Je ne demanderai pas de bons alimentaires. Je travaillerai. Un point, c'est tout. C'est un autre problème avec le président Obama. Il pense qu'il faut tout donner aux personnes dans ma situation. Et même si je n'en veux pas, je suis forcé d'accepter. C'est valable pour l'assurance maladie, mais qui sait ce qu'il pourra bien nous faire encore? Je ne veux pas de l'aide du gouvernement. J'ai une famille, des enfants. On s'en sortira, on se débrouillera. Je ne sais pas comment, mais je ne suis pas inquiet. Well, these then I got a couple of details, but yeah, that's all for that. All right, 125.50. Awesome. Thank you much. And I will see you this afternoon or tomorrow. Bye, Miss Cindy. All right, kids, let's come get set up for dinner. Okay, dark meat, white meat. Dark meat. Dark meat. Don't even come at me with that white meat side. There's your color in there. Here, do you want this? That is hot. No, they're just very hot. Master cake. She cooks every night. I love it. We just don't cook turkey every night. There is that. Preferably the one that points. You want more than that, bud? Tulip edge. Little. Perfect. Lord, thank you for this meal. Thank you for our family. We ask you to bless Adam and Hannah, who are not with us right now. Bring them home safely. Let this food strengthen us, Lord, physically, and we ask for your wisdom and guidance spiritually and intellectually, that we might know what it is you would want us to do and be empowered to do it. In Jesus' name, amen. Is that your phone? Yes. Oh, that's why I smiled. At the table race. It's getting hot. Yeah. That's why I thought we should go south, because if we go south, then it wasn't going to be in our faces. It's a good point. But we would have had to go north eventually. It's true. Actuellement, c'est dur. On s'en sortait très bien sans Obama. Ces 3 ans et demi au pouvoir ont eu un impact économique. Donc oui, c'est dur. On a acheté la maison quand l'économie était au plus bas. Tout ça se répercute, ça nous touche financièrement. On ne cherche pas à se défausser, certainement pas. Donc maintenant, on a notre maison et nos revenus ont baissé. En fait, tout le monde a vu ses revenus baisser. Alors merci, Obama. Merci pour tes compétences économiques, ton génie de la finance. Plus personne ne dépense d'argent. Les gens disent que s'il est réélu, ils prendront ce qu'ils ont et ils partiront. C'est la vérité. Ils gardent leur argent, ils ne le dépensent pas. La situation économique ne s'améliorera que lorsqu'il sera parti. Faites des dons au gouvernement américain si vous voulez, mais ne me mêlez pas à ça. Ne me dites pas combien je dois gagner. Je suis américaine, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce qu'il faut faire. Je suis américaine, je ne reste pas là à attendre que le temps passe. Et je ne fais sûrement pas comme Sandra Fluke qui a déballé sa vie sexuelle sur une chaîne de télé nationale. Cette femme qui a raconté au monde entier que lorsqu'elle était étudiante, elle avait tellement de relations sexuelles qu'elle avait besoin de l'aide du gouvernement pour payer sa contraception. Et Barack Obama en fait une guerre contre les femmes.
Il dit qu'on doit tous payer pour la contraception, y compris l'Église catholique. Je suis désolée, mais quand on est une bonne catholique, on ne déballe pas sa vie sexuelle, on ne la raconte pas à tout le monde. Et Sandra Fluke était dans une université catholique au moment où elle a dit ça. Et ce n'est pas tout. Elle allait à l'université de Georgetown pour préparer un diplôme en droit et ce sont des études très chères. Donc moi je dis, Sandra Fluke, serre tes jambes et ferme-la jusqu'à la fin de tes études. Ne nous mets pas mal à l'aise, les autres Américaines et moi, en étalant ta vie sexuelle. Et ta sexualité est tellement débordante que tu as besoin de l'aide du gouvernement pour la financer. Mais enfin, d'où sortent ces gens? Home at last. La stratégie d'Hitler était quasiment la même que celle de Barack Obama, diviser pour mieux régner. Il s'agit de monter les Américains les uns contre les autres. Quand Barack Obama dit que les riches ne paient pas assez d'impôts, il sème la division. Et c'est lui qui définit la richesse. Ne gagnez pas plus de 250 000 $ par an. C'est sa définition de la richesse. Hitler, lui, accusait les Juifs d'être responsables de la pauvreté. C'est la seule petite différence entre la méthode de Barack Obama et celle d'Hitler. Et ils utilisent tous les deux la même tactique, diviser pour mieux régner, rejeter la faute sur les autres. Barack Obama rejette la faute sur tout le monde sauf sur lui. Il n'assume jamais aucune responsabilité, même s'il est le chef suprême. Il est le Führer. Il refuse de l'admettre, mais il se conduit comme tel. Ce n'est jamais sa faute. Il n'est responsable de rien. Jamais. Il n'y a rien à attendre de Barack Obama, de Mitt Romney ou de qui que ce soit d'autre. On ne peut pas placer nos espoirs dans les hommes politiques. On ne peut compter que sur nous-mêmes et nos enfants. Et croire en l'avenir. Je pense qu'on vit tellement bien et qu'on a tellement de liberté dans ce pays qu'on a fini par oublier les sacrifices qu'il a fallu faire pour les obtenir. Et ça me met en rogne parce que j'ai la chance de faire partie de cette génération qui a appris la Constitution et l'histoire de ce pays, sa véritable histoire, pas celle réécrite par les progressistes.
Alors, quand je pense aux millions de personnes qui ont donné leur vie pour me permettre de bien vivre dans ce merveilleux pays, que je le vois s'enfoncer et que les gens continuent à vivre tranquillement comme si de rien n'était, ça me met en colère. Parce que des hommes sont morts pour que je jouisse de ces libertés. J'ai vraiment peur qu'on perde notre pays. Je pense qu'on est en passe d'atteindre un point de non-retour. Et je crains que les gens ne comprennent que trop tard la gravité de la situation. Aux États-Unis, il existe des milliers de groupuscules du Tea Party, avec des millions de membres actifs et de sympathisants. Ils ont un impact très important sur le Parti républicain, tant au niveau local qu'au niveau national.